Il y a la contraception générale que nous connaissons, il y a aussi la contraception irréversible. C'est ce qualificatif-là qui va nous intéresser, mesdames, messieurs, parce que dans la loi sur la santé publique en République démocratique du Congo, son article 81 consacre la contraception irréversible. Qu'est-ce que c'est? On a un médecin avec nous qui nous frôlera un peu les définitions, mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est l'accès, les conditions d'accès à cette contraception irréversible qui poserait problème au regard du contexte du coco, pas seulement du contexte parce qu'on a vu, mais aussi au regard des chiffres parce qu'il y a des statistiques qui ressortent des enquêtes qui ont été menées, d'où un lobbying aujourd'hui en coalition avec des acteurs de la société civile qui travaillent essentiellement sur la santé sexuelle et reproductive, qui demandent aux législateurs de pouvoir revisiter cet article 81 de la loi sur la santé publique pour alléger, assouplir les conditions d'accès à cette contraception. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cet échange important, surtout pour la santé maternelle. Et notre expert, il est médecin et acteur de la société civile sur les questions de SSR, Dr Marius Longina. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre temps. Hein. Okay. Vous êtes déplacé jusqu'ici, ce n'était pas évident. Vous êtes médecin. Oui. Et vous êtes point focal de la coalition de lutte contre les grossesses non désirées. Effectivement. Donc, nous sommes dans la société civile en train de militer, n'est-ce pas, pour le droit des femmes, n'est-ce pas, en général, et en particulier en rapport avec la santé de la reproduction. Donc, vous menez une lutte en tant qu'acteur de la société, mais surtout en tant que connaisseur de la situation, n'est-ce pas? Bien sûr aussi. Alors, qu'est-ce qu'on veut comprendre par contraception irréversible? Oui, comme nous le savons déjà, la contraception, c'est l'utilisation des agents, des méthodes, n'est-ce pas, pour permettre de diminuer, n'est-ce pas, la conception et même de l'éviter. C'est des choses qu'on fait un peu au quotidien, enfin, pour les initiés déjà, mais ça n'a pas été irréversible. Quand est-ce que ça devient irréversible? Oui, c'est lorsqu'en fait, la probabilité d'avoir la conception est vraiment limitée définitivement, n'est-ce pas, dans la femme où l'homme ne pourra plus, n'est-ce pas, avoir encore la conception. Donc c'est là que nous intervenons parce qu'il y a une loi qui est, n'est-ce pas, déjà en application. Ce n'est pas une nouvelle chose, c'est déjà prévu dans la loi santé publique et c'est déjà applicable aussi au pays. Seulement que nous sommes là en fait de faciliter l'harmonisation des textes au contexte, n'est-ce pas, de nos communautés. Dites-nous, quand est-ce qu'une femme ou un homme a besoin de ce service de contraception irréversible? Quand? Oui. Entre autres. Définir le temps, je vais beaucoup plus me baser sur la demande en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, c'est un choix. Donc ce n'est pas une obligation, c'est d'abord un choix qui est éclairé. Donc c'est la personne concernée qui demande, pas qui sollicite. Donc il a eu le temps d'évaluer. Et nous, bon, là, en tant que médecin, on vient que accompagner et voir les conditions nécessaires pour garantir, n'est-ce pas, l'accès aux services, mais que ce soit de qualité. Voilà. C'est pourquoi il y a des lois, il y a des normes pour que ce soit de qualité. Pour encadrer tout ça. Donc une femme, par exemple, qui à chaque accouchement met au monde 2, 3 enfants du coup, ou qui a des maternités difficiles et tout ça complexe, à un moment, vulgairement, on dit « babalolé matrice », n'est-ce pas? Parce que ça peut exposer sa santé. Voilà. De même pour l'homme aussi. Comme l'homme, lui, n'en finit presque pas, mais s'il veut continuer, bon, il peut prendre des précautions pour continuer ses activités sexuelles, mais éviter de continuer à se reproduire, c'est cela. Oui, comme je disais tantôt, c'est un choix éclairé. Et nous, comme organisation civile où nous défendons beaucoup plus le droit des femmes, ce qui nous intéresse beaucoup plus, ce sont les effets néfastes que subissent les femmes en rapport avec cette notion de la santé de la reproduction. Et comme vous le savez, nous sommes parmi les pays pourvoyeurs des décès maternels. Et
la politique de la planning familiale contribue efficacement aussi, d'une manière ou d'une autre, à la réduction, n'est-ce pas, des décès maternels. Exactement. Maintenant, on en arrive à cette loi-là. Vous avez dit, elle existe depuis longtemps. D'ailleurs, ce sont des actions que l'on pratique, mais peut-être pas en respectant forcément les textes de loi. On sait qu'on est au Congo, souvent les lois, mais nous, on fait autre chose. Mais pourquoi ça pose problème, cet article 81 de la loi sur la santé publique? Oui, d'abord, nous tenons à féliciter les législateurs pour la loi, n'est-ce pas, de 2018, parce que l'intention est de préserver la santé, en fait, de nos communautés, de bénéficiaires de soins. C'est ça le but de la loi. Ouais. Donc, nous ne sommes pas dans une démarche d'opposition, n'est-ce pas? Nous voulons beaucoup plus que la loi soit adaptée aux conditions dans lesquelles vivent nos femmes, surtout dans le milieu rural. Hein? Ouais, parce surtout. que Kinshasa, ce n'est pas C'est pas Kinshasa, non. Et les effets se font ressentir. C'est pourquoi nous, comme la porte-voix de la communauté, nous venons juste porter la voix pour faire voir, n'est-ce pas, aux décideurs et puis à la communauté tout entière un peu les problématiques, n'est-ce pas, qui se posent en rapport avec ces questions d'avortement irréversible, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a une loi qui est là, que nous saluons, nous ne sommes pas vraiment contre ça, Non. mais notre démarche est dans une logique de faciliter l'accessibilité, n'est-ce pas, d'assouplir, n'est-ce pas, les lois qui sont là, non pas seulement pour les bénéficiaires, mais aussi pour les prestataires. Quand vous avez un problème sérieux de vulgarisation de tests qui sont déjà disponibles, et tout le monde est exposé. Là, il faut le savoir. Que ce soit même le personnel médical, sont aussi exposés si les lois ne sont pas bien agencées. Il y a celui qui accède aux soins, mais aussi celui qui l'administre. Tous doivent être protégés. Voilà. Alors, d'où la nécessité que la loi soit vraiment adaptée, surtout au contexte de notre pays, pour que de l'autre part, les bénéficiaires puissent bénéficier, n'est-ce pas, de soins de qualité, n'est-ce pas, selon leurs besoins, leurs choix, et puis que les prestataires soient aussi sécurisés. Voilà. N'est-ce pas? C'est un peu ça notre démarche. Parce que la femme qui a besoin de ce service de contraception irréversible doit réunir 3 signatures des médecins. Oui. C'est à ses propres frais, n'est-ce pas? Mais pas seulement 3 signatures des médecins, mais aussi la signature du psychologue. Oui. Ça lui fait 4 personnels comme ça, 4 experts qu'elle est censée aller voir avant qu'elle puisse avoir l'accès à ce soin-là. Et c'est là que se pose justement le problème, surtout quand on sait que non seulement elle doit dépenser son argent pour avoir les 3 médecins, c'est une chose, mais c'est surtout le psychologue. Selon l'enquête menée par les femmes juristes du Congo, il n'y a qu'une 50aine de psychologues au Congo et la forte concentration, c'est à Kinshasa. Oui, comme l'étude l'a si bien démontré, n'est-ce pas? Et nous essayons un peu de surfer par rapport à ces 2 réalités pour trouver la juste mesure, afin vraiment que ça ne puisse pas constituer un blocage pour l'accès, n'est-ce pas, aux soins de qualité. Parce que nous sommes sur le fait que c'est des soins de qualité, c'est-à-dire répondant aux normes. Alors, on parle d'une coalition, il y a beaucoup de structures qui se sont mises ensemble. On va revenir sur l'éclairage de la FEJUCO qui avait mené justement cette enquête. Voici le compte rendu. Ah ouais, moi je suis Pélagie Ebekamou Jangui, je suis avocate et je suis la présidente nationale de l'association des femmes juristes congolaises à FEJUCO en sigle. Ça fait bientôt 11 années que notre association travaille sur la santé sexuelle et reproductive, n'est-ce pas? Et dans nos rayons d'action, dans nos moyens d'action, nous avons non seulement la vulgarisation, la sensibilisation de la population par rapport à cette thématique, mais nous avons également à travailler sur l'amélioration du cadre juridique congolais. Et en faisant ce travail, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait quand même quelques soucis dans le cadre, c'est-à-dire dans le cadre juridique congolais, c'est-à-dire la loi cadre sur la santé publique, et qui posait problème en matière de contraception irréversible par rapport aux différents cas que nous avons rencontrés sur le terrain.
Voilà pourquoi nous avons décidé de mener une étude pour obtenir les évidences nécessaires et nous avons décidé d'entamer cette démarche de plaidoyer pour que le législateur puisse revisiter l'article 81 de la loi cadre sur la santé en assouplissant justement les conditions parce qu'elles semblent rédhibitoires et elles ne permettent pas aux hommes et surtout aux femmes, n'est-ce pas, qui sont désireuses d'avoir accès à une contraception irréversible de le faire. Voilà la raison d'être de notre démarche et de notre présence ici. Donc aujourd'hui, nous avions voulu échanger avec les députés nationaux, mais pas n'importe quel député national, c'est-à-dire ceux qui décident sur l'agenda des sessions parlementaires. Voilà pourquoi nous avons voulu échanger avec eux pour essayer de les convaincre de la nécessité, n'est-ce pas, d'aligner cette proposition de loi pour la session parlementaire prochaine. Après ici, les prochaines étapes, c'est d'abord l'alignement de la proposition de loi. Elle devra être discutée en plénière sur la recevabilité. Dès qu'elle est jugée recevable, elle sera envoyée aux commissions, sûrement les commissions PAJ et socio-culturelles ou peut-être commission aussi genre et égalité. Donc c'est un peu ça. Ça c'est la prochaine étape. Et puis après ça, nous espérons vraiment que l'Assemblée nationale va adopter en plénière cette proposition. C'est une proposition de loi qui ne comprend pas beaucoup de dispositions et donc normalement ça devrait être un peu plus facile que d'autres lois. Voilà. Et donc depuis qu'on a ces études et la question qui refait surface, ces acteurs sont en coalition appuyés par MSI pour mener justement le plaidoyer afin de révisiter l'article 81. C'est ce qui est en cours. Oui. Et vous avez déjà, dans le cadre de la coalition, réussi à faire endosser le projet par un député national. Oui. Donc c'est lui qui, si le projet est aligné dans le calendrier de la session de septembre, qui prendrait le lead, c'est ça? Oui, effectivement. Donc nous sommes dans une dynamique de synergie. Il y a d'autre part la coalition qui est déjà une plateforme avec beaucoup d'organisations de la société civile, de défense des droits des femmes et des DDCR en général. Il y a aussi AFEJUCO qui a une grande expertise en matière de questions de loi. Et nous avons aussi REMAP 14, dont nous tous nous sommes des magistrats. Donc nous sommes entrés ensemble de mutualiser, n'est-ce pas, nos efforts pour que cette loi puisse vraiment aboutir. Et nous tenons aussi à féliciter l'honorable député, surtout pour son engagement en faveur du bien-être de la femme congolaise en général, n'est-ce pas? On a eu la chance d'avoir ce député, n'est-ce pas, qui porte ces questions vraiment à cœur et qui participe efficacement à tout le processus, et au niveau communautaire, et au niveau de la mobilisation, et aussi au niveau du Parlement. Voilà, qui sensibilise même aussi les communautés. Il s'appelle Olivier Kabea, ce député national. Je propose qu'on l'écoute. Oui. Je suis l'honorable Olivier Kabea Nsombamania, élu de la circonscription électorale d'Endemba au Kasaï central. Nous portons ces combats parce que nous avons estimé qu'il était plus que temps de pouvoir mettre fin aux difficultés ou bien à tout ce que les femmes des milieux, des recoins de la République subissent au quotidien. Je voudrais ici préciser que cette loi venait de franchir une étape cruciale qui consiste à être acceptée par le bureau d'études de l'Assemblée nationale. L'étape suivante sera la recevabilité au niveau de la plénière, c'est-à-dire la programmation de cette proposition de loi au niveau de la plénière pour qu'ensemble avec les collègues, chacun d'entre nos élus apporte sa contribution pour pouvoir enrichir et être envoyé en commission. Mais nous saluons aussi la présence, l'accompagnement du rapporteur qui ne cesse pour tout ce qu'il a fait comme déclaration,
promettant de nous accompagner à pouvoir bien enrichir ou bien à pouvoir aller le plus vite possible parce qu'il y a péril en demeure. Nous portons ces combats avec fierté parce que nous avons estimé que nos femmes, que nos mamans ainsi que nos sœurs sont devant un dilemme, que nous sommes devant l'inéquation, nous sommes devant l'inaction, l'inadaptation de nos lois par rapport aux obligations souscrites au niveau international, entre autres la Convention de Maputo, et par rapport aussi aux réalités que nos femmes vivent au quotidien ici dans notre province. Voilà pourquoi nous portons ces combats pour pouvoir alléger la lourdeur administrative, essayer un peu de trouver des solutions, adapter nos lois par rapport aux réalités que vivent nos mamans dans des milliers de territoires reculés de la République. C'est pour moi une occasion de pouvoir remercier le rapporteur qui, malgré ses multiples occupations, a accepté de venir répondre à notre invitation et son accompagnement depuis le premier jour. Nous disons tout simplement que nous avons franchi le premier étape qui consistait à pouvoir obtenir l'aval du bureau d'études. Donc, la prochaine étape sera la recevabilité au niveau de la plénière ainsi que les travaux au niveau de la commission. Mais je lance un appel à tous les collègues députés de pouvoir se saisir de ces combats pour qu'ensemble, que l'on puisse réussir à mettre la femme à la place qu'il lui faut. Voilà. Docteur Marius, on a les résultats d'enquête sur base desquels on s'appuie d'ailleurs, notamment pour réunir les 3 signatures des médecins, mais aussi du psychologue et tout. Où en est-on aujourd'hui, en attendant septembre, peut-être la session parlementaire? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, au moment où nous parlons ici? Oui, à ce stade, nous sommes beaucoup plus dans la sensibilisation des organisations de la société civile afin de les pousser aussi à adhérer d'abord à cette démarche et aussi à sensibiliser les communautés. Parce que se pose un sérieux problème d'information sur les lois et les évolutions qu'a connu le pays en matière de droits santé sexuelle et reproductive. Beaucoup de femmes ne savent même pas qu'ils ont droit à solliciter par exemple un choix sur la planification quand est-ce qu'ils peuvent avoir leur grossesse, n'est-ce pas? Ils ne savent pas ça, que c'est leur droit. Et deuxièmement, ça nous permet aussi de rappeler aux décideurs, nous vulgarisons ou nous sensibilisons sur les décideurs à adhérer, n'est-ce pas, à cette démarche. Parce que eux qui ont le dernier mot, c'est eux qui vont permettre que les lois soient harmonisées et que ça puisse être applicable à tous. Donc, dans ce temps, nous sommes dans la sensibilisation, la mobilisation de la communauté et aussi la sensibilisation, n'est-ce pas, des décideurs, en particulier les parlementaires. Alors, la coalition CGND a réuni récemment une 50aine justement des OSC sur la SSR pour mobiliser afin d'accompagner. Vous en avez besoin en tant qu'acteur, c'est ça. Plus de soutien. Oui. Ouais. Pour parler le même langage. Le même langage, oui. Et vous estimez qu'au lieu d'avoir forcément 3 médecins et psychologues, en lieu et place de 3 médecins, on peut avoir un médecin, ok? Parce que déjà un médecin doit attester, n'est-ce pas? C'est lui qui accompagne la malade ou les malades. Mais en lieu et place du psychologue, comme on n'en a presque pas, ça a été démontré, on peut avoir un expert, un personnel de la santé mentale qui pourra faire office. Oui, bien sûr, comme nous avons dit au départ, le souci c'est d'assouplir un peu le mécanisme. Et nous avons souhaité que ça puisse être pour l'instant par rapport au contexte de notre pays, où c'est même difficile d'abord d'avoir des médecins dans des milieux les plus reculés. C'est d'abord un problème d'avoir ne fût-ce qu'un médecin. Ouais. Et lorsqu'il y en a, pour assurer la qualité des soins, il faut qu'effectivement ces médecins soient capacités pour offrir ces services. Et nous saluons sur les efforts, n'est-ce pas, du ministère de la Santé, qui avait pris en compte, n'est-ce pas, cette préoccupation majeure en rapport avec la faible disponibilité des psychiatres et tout ça dans l'ensemble du pays. Et il y a, grâce à la politique de la santé et avec l'appui des partenaires, il y a déjà une politique qui est mise en marche pour former, n'est-ce pas, des psychologues, des infirmiers psychologues au niveau communautaire qui peuvent ensemble déjà renforcer, n'est-ce pas, les fiscs à ce niveau, à ce stade, l'offre de soins en rapport avec une familiale irréversible de qualité. Donc,
on estime qu'avec un médecin, ça sera un médecin qui va aussi, qui sera capacité, n'est-ce pas? À côté, si on a aussi un psychologue formé, n'est-ce pas? Et ensemble, ils peuvent déjà garantir le nécessaire pour accompagner, aider la femme à prendre une bonne décision. Parce que le souci, ce n'est pas qu'elle prenne une décision précipitée. Parce que c'est irréversible de toute façon, ce dont on parle. Parce que nous comprenons l'esprit du législateur et on essaie un peu de voir comment, à ce stade, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas là seulement pour demander la simplification. Non. Si c'est nécessaire même de renforcer pour les biens de la communauté, nous demandons. Pourquoi pas. Nous sommes dans notre démarche, n'est-ce pas, en rapport avec nos activités sociales civiles, où on demande de renforcer certaines lois ou certaines dispositions. Mais là, nous trouvons que pour l'instant, n'est-ce pas, il y a nécessité d'assouplir, n'est-ce pas? Peut-être avec l'évolution, on va voir comment ensemble, on va aussi voir comment renforcer. Mais pour éviter, n'est-ce pas, des dégâts, pour éviter des cas de décès maternels, n'est-ce pas? Et pour sécuriser, on trouve qu'au stade actuel, il y a nécessité quand même d'essayer d'assouplir, n'est-ce pas? En permettant quand même qu'il y ait un médecin et un psychologue, un psychiatre formés afin de garantir vraiment un accès de qualité des femmes ou de toute personne, n'est-ce pas, qui vont solliciter les services. Parce que ce qu'on ne répète pas assez, c'est qu'indépendamment de la loi de cet article 81, ces actes sont commis presque au quotidien par des gens qui à un moment ne connaissent même pas la loi, et lisent pas, mais qui font même non, il faut encadrer de la meilleure des façons. Dernière question, qu'est-ce que vous attendez du législateur en septembre et qu'est-ce que vous dites aux femmes désireuses justement d'accéder à ce soin de contraception irréversible? Oui, ce que nous demandons aux décideurs, tout en les rappelant qu'ils sont les manations de la communauté et que beaucoup, n'est-ce pas, viennent de milieux ruraux. Et c'est dans leur vécu, ils le savent. Et nous leur demandons vraiment d'adhérer à la démarche, n'est-ce pas, pour que la loi puisse être votée. C'est la première des choses. C'est vraiment le but principal. Si la loi est votée, ça va permettre, n'est-ce pas, aux communautés de bénéficier de soins de qualité en rapport avec la planification familiale. Et aux femmes, nous leur demandons vraiment de porter encore leur voix, n'est-ce pas, de manifester les besoins et surtout à ce stade de consulter les services, n'est-ce pas, de santé de proximité pour avoir l'information nécessaire, n'est-ce pas, parce qu'à ce stade, grâce au programme national de santé de la reproduction, ce programme déjà au niveau de chaque province, n'est-ce pas, a de divisions et les personnels sont formés. Oui, pour donner des bonnes informations, pour des consentements éclairés et tout ça aux patients. Oui, donc on les encourage vraiment à approcher les structures de formation sanitaire de proximité pour avoir l'information. Et nous, de notre côté, comme organisation civile, nous menons des actions de sensibilisation sur terrain, n'est-ce pas, auprès des femmes, non pas seulement dans le cadre de la contraception irréversible, mais pour l'ensemble, n'est-ce pas, de paquets de services liés, n'est-ce pas, au planning familial. Et nous sommes vraiment avec eux, nous portons leur voix et qu'ils soient dans cette démarche ensemble avec nous et de chercher à avoir la bonne information. Alors vous souhaitez plein succès dans ce que vous faites pour le bien-être de la femme congolaise qui est partout, qui n'est pas qu'à Kinshasa, qui est partout dans de coins et recoins. Et lorsqu'on rappelle les chiffres par rapport à la mortalité maternelle, il y a des urgences, il y a des choses à faire. Alors on croise les doigts pour qu'en septembre les choses se passent très bien, n'est-ce pas? Mais aussi pour que dans l'entretemps aussi, avec l'appui aussi des partenaires comme MSI, on continue à former le personnel de qualité pour apporter la bonne information, aider les femmes à avoir des consentements éclairés et accéder aux soins de qualité. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup à vous, docteur. Beaucoup. Mesdames, Messieurs, le sujet est vital, vous l'avez compris, donc c'est un dossier que nous suivons de près. Espérons que d'ici à septembre, on puisse gagner cette bataille. Merci et à bientôt. À bientôt, merci.